Bonjour, chers étudiants. Ravi de vous rencontrer en cette période difficile. J'espère que vous vous portez bien en ce moment de confinement et que vous avez fait un programme pour rester en contact avec vos leçons. Espérons que Dieu fasse le nécessaire pour qu'on puisse se revoir dans les plus brefs délais, Inch'Allah. Le module d'économie monétaire va être dispensé selon une série de vidéos qui servent à expliquer certains concepts dans cette matière pour pouvoir vous aider à rejoindre les deux bouts et de pouvoir comprendre ce que vous avez des difficultés à comprendre directement dans les supports dont vous avez déjà la possession sur la plateforme de la faculté. Le contenu comme a été présenté auparavant passait par un préliminaire sur la théorie monétaire et deux grands axes, l'un sur l'économie financière et l'autre sur le système financier avec ses composantes. Chose qu'on a déjà commencé et on a dispensé au niveau de certaines séances de cours et aussi de TD et on est arrivé à la partie tout simplement dite l'économie financière qu'on aura l'occasion de voir dans cette première séance à distance. En effet, la théorie financière est un ensemble de concepts destinés à organiser les décisions financières d'allocation des ressources, comme on a dit, dans le temps, et un ensemble d'outils permettant de comparer les différentes décisions possibles et de mettre en œuvre la bonne décision ou la décision retenue en général. Autrement dit, l'économie financière qui fera l'objet de ce module consiste à étudier comment les agents économiques procèdent à l'allocation des ressources rares dans le temps. Donc si vous vous rappelez bien, on a mis en place la partie de la détention de la valeur sous forme monétaire qui posait un problème à l'activité économique et on a dit que l'agent économique doit prendre une décision d'allocation, d'affectation de ses ressources dans le temps pour pouvoir prendre en charge non pas un actif financier monétaire mais un actif financier ou d'une autre forme différente. Donc deux caractéristiques différencient la décision financière des autres types de décisions d'allocation des ressources. Donc comme on a dit, la première caractéristique, c'est que la décision financière est une décision étalée dans le temps. Ça veut dire qu'il y a la variable temps. Et puisqu'il y a variable temps, il y a variable incertitude. Donc, d'où la deuxième caractéristique, c'est que les recettes et les dépenses ne sont généralement pas connues à l'avance avec précision. C'est bien sûr l'incertitude et le risque. Donc, le postulat de base de la finance et que l'argent a un prix. C'est ce qu'on appelle la rentabilité exigée par celui qui apporte les capitaux de celui qui utilise ces mêmes capitaux. Donc la finance mettra toujours cette rentabilité exigée au regard du risque encouru par l'apporteur de capitaux. Comme on a dit, la décision est une décision dans le temps, la présence du temps donne lieu à un risque. Et le risque, bien sûr, en finance est payant et doit avoir une contrepartie qui va varier en fonction de la nature du risque et de l'ampleur de ce risque. Donc, dans une compréhension large, la finance est l'ensemble des activités qui rendent possible et organisent le financement des agents ayant ces capitaux, autrement dit ayant ces capacité ou ce besoin, cette capacité de financement avec les agents économiques ayant les besoins de financement. Autrement dit, c'est l'ensemble des activités qui rendent possible et organisent le financement de ceux qui ont la capacité de financement ou de ceux qui ont le besoin de financement par ceux qui ont la capacité de financement. Autrement dit, encore, c'est les agents économiques ayant un besoin en capitaux, qui sont généralement les ménages
les entreprises ou les États en cas de déficit, par les agents ayant des surplus de capitaux, et c'est généralement les ménages. Le terme de finance s'applique donc à, d'abord, la recherche de financement par ceux qui ont besoin de financement, en particulier les entreprises, à la recherche de placement, particulièrement par ceux qui détiennent les capitaux en surplus, généralement les ménages et tout autre agent économique ayant un surplus ou une capacité, tous ceux qui organisent la convergence entre ces deux types d'acteurs. Et bien sûr, la recherche du placement et la recherche de financement ne passent pas sans l'intervention d'une interface d'intermédiaires qui sont des acteurs qui peuvent être soit des acteurs institutionnels sous forme d'institutions financières ou des marchés sous forme de marchés financiers qui organisent et présentent cette plateforme de rencontre entre les chercheurs de placement et les chercheurs de finance. Donc la finance regroupe donc l'ensemble des activités. Remarquez ici, on a dit l'ensemble des activités, parce qu'il s'agit d'une activité de recherche de placement, une activité de recherche de financement et une activité de intermédiation ou de travail qui consiste à se mettre entre les deux acteurs pour pouvoir mettre en place l'ensemble des réglementations, des produits, des techniques, des savoir-faire en matière financière pour pouvoir faciliter la rencontre entre les ayants la capacité de financement et les ayant le besoin de financement. Donc ce qui fait que la finance regroupe cet ensemble d'activités, de produits, parce que lorsqu'on cherche un placement, on le cherche dans un produit, et lorsqu'on cherche à se faire financer, on cherche à se faire financer par un produit aussi. L'ensemble des techniques, directes ou indirectes, à long terme, à moyen terme, etc., qui permettent aux différents agents économiques d'attribuer, donc donner leurs capitaux en excédent, d'obtenir, donc recevoir les capitaux en déficit, ou d'utiliser les ressources, tout simplement de manipuler cette allocation des ressources entre les acteurs économiques, entre les agents à besoin et les agents à capacité pour satisfaire leurs besoins. Et là, bien sûr, les institutions peuvent soit pour leurs propres besoins ou pour le besoin de leur clientèle, à la fois apporteurs de capitaux ou à la fois consommateurs ou utilisateurs de ces capitaux. Donc, la partie qui nous intéresse encore, c'est la partie sur le financement de l'économie. Et là, je tiens à vous présenter tout simplement une petite synthèse. C'est qu'on est en train de chercher le fonctionnement de l'économie monétaire, de l'économie financière, à travers les deux sphères qu'on a déjà étudiées. Donc on a dit qu'on peut retrouver l'économie financière à travers l'analyse de la théorie monétaire pour aboutir à l'ensemble des motifs de détention de la monnaie et par la suite la décision de l'acteur économique à affecter ses ressources à terme pour pouvoir faire un choix entre le T0 et le T1, entre détenir des actifs monétaires ou détenir des actifs autres que monétaires qui sont réels ou financiers, et on s'est retrouvé généralement vers le fait que la possibilité de choisir, d'allouer les ressources dans le temps, on est dans une décision financière. Donc financière, ça veut dire que l'acteur ayant la capacité puisse financer l'acteur a besoin de financement. Et dans ce cas, on est dans une situation de finance et dans ce cas d'une activité de financement. Ce qui se passe au niveau d'un acteur se passe au niveau macroéconomique, au niveau d'un État. Donc la matérialisation du financement de l'économie au niveau macroéconomique, au niveau étatique, se trace à travers le circuit macroéconomique que vous avez eu déjà l'occasion de voir en macroéconomie. Donc l'idée du circuit économique est que le revenu ne sert qu'à être dépensé et pas à autre chose. Seulement, le circuit économique est plus complexe et plus compliqué. Il comporte une partie qui n'est pas affectée à sa destination initiale
et on les a appelés des fuites. Et bien sûr, pour essayer d'établir cet équilibre ou de rétablir l'équilibre, on a besoin de faire revenir ces fuites à l'intérieur de l'économie sous forme de injection. Et on a dit que c'est une condition de bouclage. Autrement dit, l'économie ou les circuits économiques tracent ce qu'on appelle l'équilibre global à travers l'équation macroéconomique de l'équilibre global. L'offre globale est égale à la demande globale. Y est égal à C plus I plus G plus X moins M. Et la condition pour que cette équation soit équilibrée, il faut que tout ce qui n'a pas été affecté initialement à son objectif soit être affecté une deuxième fois. Autrement dit, l'ensemble des fuites doivent égaliser l'ensemble des injections. Donc, le bouclage du circuit économique réel, au moins au niveau de son acception économie fermée, et que l'épargne doit être égale à l'investissement. Donc, l'épargne ressort, encore une fois, de l'économie réelle, pour dire que c'est un moyen ou une accumulation de patrimoine en valeur qui constitue une fuite au sens où c'est une valeur qui n'est pas toujours réinjectée dans le circuit. Donc l'épargne ressort comme un moyen d'accumulation du patrimoine. Bien. Donc dans le circuit économique réel, l'épargne apparaît donc comme un facteur dépressif, créant une tendance à la surproduction et donc à la dépression. Bien, je vous rappelle qu'on est en train de faire ressortir ou de basculer ou d'essayer d'aller de l'économie réelle vers l'économie financière à travers l'explication du passage de cette manipulation, de cette activité qui se passe hors circuit macroéconomique réel de la consommation et de la production pour essayer de, tout simplement, essayer de récupérer les fuites sous forme d'injection et on va se retrouver directement en plein milieu d'une économie financière. L'investissement en tant que variable réelle apparaît donc, et au contraire de l'épargne, comme un facteur expansif, créant une tendance à la surchauffe et donc à l'inflation. Donc plus de création, plus de production et plus bien sûr d'activité économique, ce qu'on appelle l'économie expansive. Donc s'ajoute au circuit réel la question suivante, c'est la question du financement de l'économie. Autrement dit, celle de l'affectation de l'épargne à l'investissement. Donc c'est à ce moment-là qu'on est en train de parler de financement de l'économie. Donc financement de l'économie, c'est cette opération qui consiste à essayer de rapatrier cette épargne dite au niveau privé ou national à cet investissement dit aussi privé au niveau d'un seul agent économique ou national aussi. Donc l'épargne sert donc à accumuler du patrimoine, comme on a dit, en valeur, et bien sûr, son rapatriement ou son affectation peut se faire selon deux grands types d'accumulation. Le premier, la première manière que l'agent économique peut utiliser, c'est que l'agent peut utiliser l'épargne pour acheter des biens et services productifs. Et comme ils sont durables, ils servent à conserver la valeur épargnée. Et ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'utilisation de l'épargne en tant que valeur monétaire ou en variable ou en valeur réelle. Autrement dit, échanger l'actif monétaire en actif réel de production, bien sûr. Et ça, c'est un moyen aussi d'accumulation du patrimoine sous forme de biens et services productifs qui permettent eux aussi de conserver la valeur entre T0 et T1. Donc l'agent peut donc financer par son épargne ses propres investissements. On dit qu'il y a autofinancement. Donc l'épargne se transforme en capacité de financement et bien sûr lorsque l'agent économique décide de l'affecter à son propre investissement, on dit qu'il est à la fois un offreur de capacité de financement et un demandeur en tant que besoin de financement et par la suite cette opération se fait ça à travers ce qu'on appelle un mécanisme d'autofinancement des projets. Deuxième
manière d'accumulation, l'épargnant ou l'agent économique épargnant peut utiliser l'épargne pour des emplois financiers. Autrement dit, acheter des signes de la valeur. En comptabilité nationale, on appelle cela l'acquisition des créances. L'acquisition des créances. Donc, au lieu d'avoir à financer son propre investissement et devient son propre créancier, il préfère, bien sûr, être un créancier d'un autre acteur économique qui a tout simplement un besoin de finances. Donc, il existe de nombreuses sortes d'actifs financiers, à la fois des dépôts ou des titres, autrement dit, des actifs qui peuvent être à caractère monétaire, sous forme de dépôt au niveau d'intermédiaires bancaires, ou un actif à caractère financier sous forme de signe de la valeur, sous forme de valeur mobilière ou sous forme de titres en général, bien sûr. Donc on distingue les possibilités d'investisseurs ou d'investissement, sous forme bien sûr de la position d'investisseur et celle du placeur, de ce même épargnant, selon bien sûr la décision de l'allocation de cette ressource d'épargne dont il dispose, soit en investissement par des biens ou des moyens de production, soit sous forme tout simplement de placement chez un autre acteur économique. Donc d'abord, l'investisseur est en situation d'emprunteur, le placeur en position de prêteur. Investir, c'est acheter du matériel productif. Placer, c'est acheter des actifs ayant de la valeur. Un épargnant est un investisseur avant tout. Parce que investir en matériel ou placer pour des actifs ayant de la valeur, il s'agit tout simplement d'un investisseur, soit qu'il s'agit d'un investisseur propre ou tout simplement d'un investisseur via une tierce personne ou une autre personne. Et dans ce cas, dans tous les cas, l'épargnant a utilisé son épargne en tant qu'investissement, soit directement, soit indirectement, bien sûr. Donc un financier est un placeur. C'est lui qui affecte l'épargne à des emplois financiers, qu'il soit à l'origine de la position de cette épargne en tant que capacité de financement qui émane de soi-même, soit tout simplement en utilisant cette capacité d'une autre personne ou d'un autre agent économique épargnant, et dans ce cas, c'est le cas de l'épargnant placeur. Au niveau de chaque agent économique, pris isolément bien sûr, on n'observe nullement l'égalité épargne-investissement. Trois positions se présentent. La position neutre, c'est la position où, tout simplement, l'investissement est égal à l'épargne, et dans ce cas, il n'est ni en capacité de financement, ni en besoin de financement. Mais les deux cas les plus importants, c'est le premier et le second. Ça veut dire le premier cas où l'épargne est supérieure à l'investissement, donc l'investissement est inférieur à l'épargne, et dans ce cas, l'agent possède une capacité de financer d'autres investissements, d'autres acteurs économiques. Et dans ce cas, il a la capacité de financement, c'est ce qu'on appelle CF est égal à E moins I. Autrement dit, l'épargne moins la partie investissement qui donne une valeur absolue positive qui permet de qualifier l'agent économique d'agent à capacité de financement. Donc c'est un placeur. Il lui faut chercher des emplois financiers autres que chez lui. Acquisition d'actifs financiers plutôt que des ressources. Il ne cherche pas de ressources parce qu'il a des capacités de financement ou une capacité de financement de toute façon. Deuxième cas, c'est que lorsque l'investissement est supérieur à sa capacité de financement, autrement dit à son épargne, ou sa capacité d'autofinancement. Donc l'investissement est supérieur à l'épargne. Dans ce cas, l'agent a un besoin de financement. Et le besoin de financement, c'est lorsque l'investissement est supérieur à l'épargne, autrement dit I moins E. L'agent est ici un investisseur. Et l'investisseur a toujours besoin de ressources. Donc les ressources financières que parvient à se procurer cet agent économique
dans cette situation, doivent alors être d'une valeur supérieure à l'emploi financier. Et dans ce cas, il y a lieu de parler d'un cas de besoin de financement. Donc, ce qui se passe au niveau d'un agent économique peut se passer au niveau macroéconomique, agrégation faite ou toute agrégation faite au niveau national. On aura l'épargne nationale plus l'ensemble des ressources financières nationales, toute nature bien sûr, est égal à l'investissement national plus l'ensemble des emplois financiers nationaux. Et on aura à déterminer soit qu'il s'agit d'un déficit vis-à-vis du reste du monde ou tout simplement d'un excédent vis-à-vis du reste du monde, parce que la logique est claire au niveau macroéconomique. Il y a lieu de parler de la logique d'équilibre. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et si un acteur économique est en excédent, ça veut dire automatiquement qu'un autre acteur économique ou plusieurs autres acteurs économiques sont en déficit, bien sûr. Donc on comprend ainsi la signification de l'épargne. C'est une ressource dont le processus global d'accumulation du capital et non uniquement une simple fuite. Donc l'usage de cette épargne, la réincarnation de cette épargne, la récupération de cette épargne, l'injection de cette épargne fait de cette épargne une variable positive au lieu d'une variable négative pour l'économie. Autrement dit, d'une variable ou d'une ressource qui procure un avantage à l'économie au lieu d'avoir simplement à jouer le rôle de fuite et par la suite d'un caractère dépressif qui nuit à l'activité économique. Donc, il correspond pour une part à la formation du capital, c'est l'investissement, bien sûr, et pour une autre part à l'achat de signes de la valeur, des créances ou encore de placements. Tout ce qui peut être tout simplement utilisé comme placement à la place de cette épargne via une tierce personne, soit un intermédiaire, soit directement sur le marché financier qu'on aura l'occasion de voir par la suite. Donc, grosso modo, les modalités de financement sont soit un financement interne, et ça s'appelle un autofinancement, soit un financement qui parvient d'une tierce personne, de l'externe, et on peut le scinder en deux, soit qu'il est direct sous forme de actions et obligations, autrement dit, l'acquisition des valeurs ou des titres, soit indirect par un intermédiaire financier qui peut être une banque, et bien sûr, cet intermédiaire peut financer avec création monétaire ou sans création monétaire. Sans création monétaire, c'est tout simplement une opération de placement intermédiaire de l'épargne, et un financement monétaire, c'est tout simplement lorsque on procède à la création monétaire, comme on a eu l'occasion de voir en S3 auparavant. Donc on peut synthétiser, à part ce qui est interne en termes de financement, l'externe peut se scinder en un financement direct et un financement indirect. Au niveau de l'économie globale, on peut parler de ce financement externe direct, ça donne lieu à une économie de marché financier, et ce financement externe indirect donne lieu à une économie d'endettement tout simplement. Donc la typologie de financement établie en 1960 par Gurley & Shaw distingue entre la finance directe et la finance indirecte selon la nature du rôle joué par ces intermédiaires financiers. Est-ce qu'on passe par des intermédiaires ou on passe directement à l'investissement? Et ça, bien sûr, c'est l'analyse classique et l'analyse connue au niveau de la distinction entre finance directe et finance indirecte. Chose que vous aurez l'occasion de voir avec détail et avec plus de précision en séance de TD avec Madame Adioubah, bien sûr. De notre part, on continue sur la même logique pour dire que financer, c'est procurer des nouveaux ou des moyens de financement à des agents non financiers. Cela suppose des institutions financières et fait intervenir deux types d'acteurs financiers. Un, des acteurs financiers, et deux,
des acteurs non financiers. Autrement dit, des agents financiers et des agents non financiers. Lorsqu'on parle financier, on ne parle pas d'activité, on parle de nature d'affectation de l'épargne et non pas de nature de l'activité par rapport à ce qu'on fait dans le système financier en général. Donc, les agents financiers et les agents non financiers supposent ce qu'on a déjà expliqué au niveau de la capacité de financement et des besoins de financement. Qui sont les agents qui ont une capacité de financement et qui sont les agents qui ont un besoin de financement. Donc, dans une économie, il existe des agents économiques, tout particulièrement les ménages, qui ont des capacités de financement car leur épargne est supérieure aux dépenses qu'ils veulent réaliser. Et ça, c'est une réalité. Si on revient tout simplement à l'explication à travers l'équation ou la fonction de consommation keynésienne, où il a mis en avant la notion de proportion marginale à consommer qui est inférieure à 1, et bien sûr la proportion moyenne qu'on a déjà eu l'occasion d'expliquer, pour dire qu'au niveau macroéconomique, ça n'exclut pas que certains ménages désépargnent, mais le niveau macroéconomique, toute variable confondue, tout revenu confondu, l'ensemble de l'agrégat macroéconomique revenu des ménages est supérieur à l'ensemble de l'agrégat consommation des ménages, ce qui donne qu'une partie est épargnée, ce qui nous permet de dire que les ménages sont structurellement au niveau macroéconomique, bien sûr, toute agrégation faite est un acteur économique à capacité de financement. Le besoin de financement, certains acteurs économiques, dont les entreprises en particulier, parce que ça s'explique par le fait que tout ce qu'il engage comme investissement est colossal par rapport à ce qu'il réalise comme bénéfice ou comme différence positive par rapport à ce qu'ils gagnent de leur activité, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à financer en totalité par leurs propres moyens, à travers leur autofinancement, tout ce qu'ils ont à investir ou à dépenser comme investissement. Ça n'exclut pas, comme on a dit au niveau des ménages, ça n'exclut pas qu'il y a des entreprises qui sont excédentaires, mais généralement au niveau de l'agrégation macroéconomique, on voit que la balance au niveau des entreprises, au niveau national, est un acteur économique ou un ensemble d'acteurs économiques et généralement ou structurellement ont besoin de financement, bien sûr. Deux autres acteurs économiques restent au niveau d'une économie, comme vous savez, les ménages, les entreprises, l'État et le reste du monde. Donc l'État ou le gouvernement et le reste du monde, ça dépend de la situation bien sûr. On commence par l'État. L'État a une balance qui est le budget général où a des entrées et des sorties sous forme de revenus ou de ressources et d'emplois. Les ressources de l'État sont généralement des ressources fiscales, parafiscales, du domaine, etc., etc. C'est le grand T au niveau de l'équation de l'équilibre macroéconomique et a un ensemble d'engagements sous forme de dépenses d'investissement, de transferts, de fonctionnement, etc., etc. Ce qui se matérialise par la lettre G au niveau de l'équation macroéconomique générale, au niveau macroéconomique. Donc c'est la juxtaposition de ce T et de G qui fait qu'on a un budget général excédentaire ou un budget général déficitaire. Autrement dit, un déficit budgétaire ou un excédent budgétaire. Et bien sûr, s'il y a excédent budgétaire, ça veut dire qu'on a une capacité de financement de l'État. Et si on a un déficit budgétaire, ça veut dire qu'on a un besoin de financement de l'État. Et bien sûr, les États ne sont pas identiques. Certains États sont structurellement excédentaires, certains États sont structurellement déficitaires, et certains États aussi entre eux ou essaient d'être tantôt excédentaires et tantôt déficitaires, ça dépend des années budgétaires. L'étranger ou le reste du monde aussi est un acteur économique qui est par période peut être un producteur de capacité de financement ou un utilisateur de cette épargne en tant que besoin de financement. Et c'est la même chose. Ce qu'on a fait pour l'État est aussi vrai pour le reste du monde, parce qu'une économie nationale est liée avec le reste du monde par un ensemble de relations, et généralement c'est ce qu'on appelle la balance des paiements, et cette balance de paiement avec ces deux volets, à la fois la balance des capitaux et les balances commerciales, exportation, importation, peut être soit en faveur de l'économie nationale, soit en faveur de l'économie internationale, et dans ce cas on aura un déficit ou un excédent tantôt pour l'économie nationale vis-à-vis du reste du monde, ou du reste du monde vis-à-vis de l'économie nationale, bien sûr. Donc,
agrégation faite ou toute explication faite, on aura un bloc de demandeurs de financement et un bloc d'offreurs de financement qui se retrouvent au niveau d'un élément schématique qui est le système financier, qui est, en termes de définition préliminaire, permet d'ajuster l'offre globale de ce financement et la demande globale de ce financement à travers différents circuits et différents financements, bien sûr. Direct, indirect, court, lent, etc., etc. Donc, encore une fois, on emprunte un terme technique à la science exacte, c'est le système, à l'instar de ce qu'on a fait avec le circuit économique. Donc, ce sont des termes qui traduisent en quelque sorte l'existence d'un ensemble de composantes qui jouent un ensemble de fonctions pour atteindre un objectif particulier. Et bien sûr, c'est un système qui poursuit un objectif bien déterminé. Donc, pour comprendre l'économie financière, on doit appréhender comment le système financier évolue. Et dans ce cas, c'est généralement un axe très important, suivant, qu'on aura l'occasion de voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie et à la prochaine.